Certaines erreurs de la vie ne sont reconnues que lorsqu'il est trop tard. J'ai tout dit à ma famille, chaque centime, chaque projet, chaque inquiétude. Je croyais que c'était de la confiance. Je croyais que c'était de l'amour. Mais personne ne m'a jamais dit ce que cette confiance coûterait un jour. Tu n'es pas naïve. Tu aimes ta famille. Et c'est précisément ce qui te rend vulnérable. Il y a des choses concernant votre argent que vous devez garder pour vous, non par méfiance, mais par sagesse. Les personnes les plus sages que je connaisse l'ont appris discrètement. Mais pourquoi les personnes les plus sages restent-elles silencieuses, surtout envers ce qu'elles aiment le plus? 1. Votre solde de compte exact ou votre patrimoine net. C'était un dimanche tout à fait ordinaire. Ma fille était assise en face de moi à la table de la cuisine, en train de boire son café, et puis entre deux gorgées elle m'a demandé combien d'argent j'avais sur mon compte en banque. Je le lui ai dit. Comme ça. Sans réfléchir. Parce que je pensais qu'il n'y avait aucun secret entre nous. Ce qui suivit ne fut pas un drame. Pas de dispute. C'était beaucoup plus calme et donc beaucoup plus dangereux. En quelques semaines, le ton de ses demandes changea. De petits souhaits se transformèrent en exigences, et ces exigences en une pression que je ne pouvais plus formuler sans mettre en péril notre relation. Je ne lui avais pas donné un chiffre. Je lui avais donné du pouvoir. Beaucoup de gens partagent ces chiffres par amour. Ils pensent que la transparence est un signe de confiance, et la confiance est le fondement de toute famille unie. C'est vrai. Mais la confiance ne signifie pas qu'il faille dévoiler son intimité à tout le monde. Il y a une frontière entre intimité et naïveté, et cette frontière se situe souvent précisément là où l'argent entre en jeu. Ce que je sais maintenant, le solde exact de votre compte bancaire vous appartient entièrement. Non pas parce que votre famille est mauvaise, mais parce que l'argent, dès qu'il devient visible, suscite des attentes insoupçonnées. Même ceux qui vous aiment peuvent changer d'avis en découvrant votre richesse. Ce n'est pas une faiblesse de leur part, c'est la nature humaine. Si une personne proche de vous vous demande aujourd'hui des chiffres précis même avec affection, même sur un ton désinvolte répondez chaleureusement, mais restez vague. Dites que tout va bien. Dites que vous avez prévu votre retraite. Personne qui vous aime vraiment n'a besoin d'en savoir plus. Quiconque vous traite différemment à cause d'un chiffre ne vous a jamais aimé pour ce que vous êtes. Je n'ai pas répété cette erreur. Mais il m'a fallu du temps pour comprendre que le silence n'est pas de la froideur, mais une protection. Une protection pour soi-même, pour ses économies, et parfois même pour la relation elle-même. Car certaines vérités détruisent non par le mensonge, mais par une connaissance qui tombe entre de mauvaises mains au mauvais moment. 2. L'endroit où vous conservez vos économies ou vos documents financiers importants. C'était un mardi après-midi tout à fait ordinaire lorsque ma belle-fille m'a demandé si elle pouvait jeter un coup d'œil dans mon bureau, elle cherchait soi-disant un stylo. J'ai dit oui sans réfléchir. Pourquoi pas? C'était de la famille. Ce que j'ignorais alors, c'est qu'elle savait depuis longtemps où je rangeais mes livres d'épargne. Non par malveillance, mais parce que, sans m'en rendre compte, je le lui avais révélé par de petites habitudes, par une confiance aveugle. Et dès que j'ai vu son visage, j'ai compris, j'avais franchi une limite que j'avais moi-même fixée, sans le savoir. Beaucoup de personnes de ma génération ont appris à être ouvertes. L'ouverture était une vertu. Les secrets, une faiblesse. Mais personne ne nous a appris la différence entre ouverture et vulnérabilité. Montrer à ses enfants où se trouve le livret d'épargne, les documents d'assurance, le coffre-fort, ce n'est pas seulement transmettre des informations. C'est transmettre un pouvoir. Et le pouvoir transforme les gens, parfois lentement, parfois du jour au lendemain. Le drame, c'est que la plupart des gens ne le comprennent que lorsqu'il manque quelque chose, un document, une somme d'argent, une trahison. Avant cela, la transparence paraît naturelle, chaleureuse et rassurante. Et c'est précisément ce sentiment de naturel qui pose problème, car il émousse le jugement critique. Ce que vous pouvez faire aujourd'hui est simple, mais demande du courage. Choisissez une personne en qui vous avez une confiance absolue et ne partagez avec elle que l'essentiel, l'emplacement des documents importants en cas d'urgence. Il ne s'agit pas d'une invitation ouverte, mais d'une lettre confidentielle qui ne sera ouverte que si vous n'êtes plus en mesure de le faire vous-même. Votre livret d'épargne n'est pas un guide pour elle. Vos documents ne lui appartiennent pas. Ils vous appartiennent, tant que vous vivez. Après ce mardi-là, j'ai tout réorganisé. Non par méfiance, mais par souci de clarté. Et cette clarté m'a rendu quelque chose que je ne pouvais nommer avant de le perdre, la sérénité de savoir que ma vie m'appartient encore.
Ceux qui ne parviennent pas à protéger leurs limites incitent les autres à les franchir souvent sans mauvaise intention, mais avec des conséquences durables. 3. Qui est inclus dans votre testament, et qui ne l'est pas? Je me souviens encore du jour où mon frère aîné a ouvert le testament de notre mère. Nous étions tous assis à table, 5 frères et sœurs, une famille que je croyais indestructible. Et puis, avec une simple feuille de papier, ce qui avait tenu bon pendant des décennies a commencé à s'effondrer. Non pas parce que le testament était injuste, mais parce que personne ne l'avait vu venir et parce que notre mère n'en avait jamais soufflé mot. C'est l'erreur que font tant de gens. Ils pensent qu'un testament est une affaire privée, qui ne concerne que la mort. Mais en réalité, un testament a des répercussions importantes sur la vie des vivants, bien avant le décès. Si vous ne révélez à personne son contenu, ni les personnes qui y sont mentionnées, vous laissez planer le doute. Vous ouvrez la porte à la souffrance. J'ai vu des familles se déchirer à cause d'une maison. Non pas à cause de la maison elle-même, mais à cause de la question sous-jacente, m'aimait-elle vraiment? Voilà ce que peut déclencher une volonté inattendue. Non pas la cupidité, mais une vieille et profonde souffrance. Et pourtant, pourquoi tant de personnes gardent-elles le silence? Parce que parler de testament, c'est parler de mort. De la fin. De choses que l'on préfère repousser aussi longtemps que possible. Le quotidien reprend le dessus, le temps passe, et soudain, il est trop tard pour une discussion ouverte. Ce que vous pouvez faire aujourd'hui est plus facile que vous ne le pensez, mais cela demande du courage. Vous n'avez pas à justifier chaque dépense. Vous n'avez pas à expliquer vos choix. Mais vous pouvez dire à vos proches, j'ai fait un testament. J'ai bien réfléchi. Et j'ai pris des décisions que j'assume pleinement. Cette simple conversation, aussi difficile soit-elle, peut apporter plus de sérénité que n'importe quel document notarié. Ma mère était bien intentionnée. Elle ne voulait pas de dispute. Elle voulait la paix. Mais le silence n'est pas la paix, ce n'est qu'une douleur différée qui finira par frapper quelqu'un d'autre. 4. Combien vous avez déjà donné à d'autres ou combien vous aimeriez donner à d'autres? C'était un dimanche soir, mon fils m'a demandé, l'air de rien, combien j'avais donné à sa sœur au fil des ans. J'ai répondu honnêtement, comme toujours. Ce soir-là même, la dispute qui a déchiré notre famille pendant 2 ans a éclaté. Je n'avais pas menti. Je n'avais pas manipulé. J'avais simplement partagé, généreusement, ouvertement, sans réfléchir. Et c'est précisément là que résidait mon erreur. Non pas la générosité en elle-même, mais le fait d'en avoir parlé. Dans une famille, les chiffres ne sont jamais de simples chiffres, ils deviennent des points de repère, des points de comparaison, de vieilles blessures qui se rouvrent soudainement. Ce que je ne comprenais pas à l'époque, c'est que lorsqu'on donne de l'argent à quelqu'un, on lui offre quelque chose d'intime. Dès que d'autres le découvrent, ce don devient public et les dons publics sont toujours jugés. L'un se sent moins aimé. L'autre a l'impression de mériter davantage. Ce qui venait du cœur prend soudain l'apparence d'une décision prise contre quelqu'un. La plupart des gens la prennent trop tard, car la transparence a longtemps été considérée comme une vertu au sein des familles. On parle de tout, maladie, soucis, argent. Il semble mal de cacher quelque chose quand on n'a rien fait de mal. Mais le silence n'est pas un mensonge. Le silence est parfois la seule protection que l'on puisse offrir à sa famille, une protection contre l'envie, les malentendus, les conversations interminables. Si vous aidez un membre de votre famille aujourd'hui financièrement, discrètement, par amour, faites-le sans en parler. N'en parlez pas à table. N'en faites pas mention. Non pas par honte, mais parce que certaines choses perdent de leur valeur lorsqu'elles sont connues de trop de monde. Un don rendu public n'est plus un don, il est perçu comme un jugement. J'ai appris à être généreux et discret à la fois. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la maturité. Ceux à qui vous donnez le savent. Et cela suffit, plus que suffisant. Ce que vous prévoyez de donner vous appartient jusqu'à ce que ce soit fait. Après, cela appartient au silence. 5. Vos dettes, vos prêts ou vos difficultés financières. C'était un mardi soir quand mon gendre m'a demandé si on pouvait parler d'argent 1 minute. J'ai tout de suite compris ce qui allait se passer. Non pas que je sois devin, mais j'ai reconnu ce ton de voix. Le ton de quelqu'un qui a déjà un montant en tête. Je lui avais dit une fois que j'avais contracté un prêt. Une seule fois. Comme ça, tranquillement, à table. Je pensais que c'était oublié. Mais les mots qui parlent d'argent ne disparaissent jamais vraiment, ils sont rangés, classés, et ressortis quand on en a besoin. Voici une vérité que la plupart des gens réalisent trop tard,
une fois vos difficultés financières reconnues, elles modifient à jamais le regard que les autres portent sur vous. Non pas parce que votre famille est malveillante, mais parce que l'argent influence les mentalités, silencieusement et sans prévenir, même chez ceux qui vous aiment. Ce qui nous empêche de prendre la parole plus tôt, c'est le désir de proximité. Nous croyons que la véritable confiance implique de tout partager. Nous confondons ouverture et honnêteté. Or, l'honnêteté ne consiste pas à exprimer tous ses arguments à voix haute, elle consiste parfois à préserver sa dignité avant qu'on ne la remette en cause. Pendant des années, j'ai cru que mes dettes étaient ma honte. Mais elles n'étaient qu'un chapitre de ma vie, pas toute l'histoire. Quiconque vous fait associer vos difficultés financières à ses attentes ne vous apporte aucun soutien. Il vous impose une conscience qui vous appartient, mais qui porte sa marque. Si vous traversez une période financière difficile, gardez-la pour vous, non par orgueil, mais par lucidité. Parlez-en à un professionnel, un conseiller, quelqu'un qui n'a aucun intérêt personnel dans votre situation. Car celui qui vous aime ne vous aimera pas moins parce que vous gardez le silence. Celui qui ne vous respecte que lorsque vous êtes sans dette ne vous respecte pas, mais votre compte en banque. Le silence autour de l'argent n'est pas un mensonge. C'est une limite. Et les limites ne sont pas des murs, ce sont les choix silencieux qui déterminent le pouvoir que les autres exercent sur votre vie intérieure. Mon gendre a reçu de l'argent ce soir-là. Mais il n'a plus jamais rien su de ma situation financière. Ce n'était pas de la froideur. C'était la leçon. Cite vos codes PIN, mots de passe ou coordonnées bancaires. C'était un mardi tout à fait normal lorsque mon voisin Klaus m'a annoncé que son compte était vide. Non pas à cause de mauvais placements. Non pas à cause d'un accident. Son propre fils avait accès à ses coordonnées bancaires et Klaus les lui avait données lui-même. Non par faiblesse, mais par la confiance absolue qu'un père peut avoir en son enfant. Il pensait que c'était pratique. Il pensait que c'était bienveillant. Ce qu'il ignorait, la confiance ne protège pas un compte. Je ne dis pas ça pour faire peur aux gens. Je le dis parce que j'ai failli faire la même erreur moi-même. Ma fille m'a un jour demandé mon code PIN, au cas où, m'a-t-elle dit. Et j'ai compris. Le désir de faciliter la vie de nos familles est profondément ancré en nous, les personnes âgées. Nous avons donné toute notre vie, et donner nous semble naturel. Mais il y a une frontière entre générosité et mise en danger, une frontière invisible jusqu'à ce qu'elle soit franchie. Code PIN, mot de passe, identifiant bancaire. Ce ne sont pas des choses anodines. Ce sont les clés de tout ce que vous avez construit dans votre vie, de chaque euro économisé, de cette sécurité tranquille qui vous permet de dormir sur vos deux oreilles. Et les gens, même les êtres chers, peuvent changer. Les circonstances changent. Les dettes s'accumulent. La pression monte. Et soudain, un enfant adoré se retrouve en détresse, prenant des décisions qu'il n'aurait jamais prises à tête reposée. Ce qui vous empêche de garder ces choses pour vous, ce n'est pas la méfiance, mais la crainte que les secrets ne déchirent la famille. Or, c'est faux. Donneriez-vous vos clés à votre médecin simplement parce que vous lui faites confiance? Confiance et accès sont deux choses différentes, et nous les confondons souvent car personne ne nous a jamais expliqué la différence. Vous pouvez changer cela dès aujourd'hui. Appelez votre banque et renseignez-vous sur les mesures de sécurité supplémentaires à mettre en place pour votre compte. Notez vos mots de passe dans un petit carnet, mais conservez-le dans un endroit que vous seul connaissez. Et si quelqu'un vous pose la question, répondez calmement et sans culpabilité, je préfère garder cela pour moi. Ce n'est pas de la froideur. C'est de la dignité. C'est vos plans d'investissement ou votre épargne retraite prévue. Je me souviens encore très bien de cette soirée où mon beau-frère s'est assis à table et a commencé à me poser des questions, amicalement, presque par désinvolture. Combien je gagnais par mois? Ma pension était-elle suffisante? Avais-je des économies? J'ai répondu parce que je pensais que ma famille s'intéressait à moi par pure sollicitude. Mais dans les semaines qui ont suivi, les questions ont fusé, d'abord anodines, puis plus importantes, jusqu'à devenir la norme. C'est à ce moment-là que j'ai compris, celui qui connaît vos chiffres connaît vos limites. La plupart des gens parlent de leur pension ou de leur placement parce qu'ils recherchent l'affection. Ils pensent que la transparence est synonyme de proximité. Mais l'argent change le regard que les autres portent sur vous, non pas par méchanceté, mais parce qu'il crée des attentes inédites. Un frère qui vous a respecté pendant des années se met soudain à calculer. Une fille que vous aimez se sent en droit d'exiger quelque chose, non par cupidité, mais parce qu'elle entrevoit désormais ce qui est possible. Le silence n'est pas une trahison. C'est une protection.
Ce que la plupart des gens comprennent trop tard, c'est que tant que personne ne connaît le montant exact de votre pension, vous restez maître de la décision au sein de votre famille. Vous pouvez donner si vous le souhaitez. Vous pouvez refuser sans avoir à vous justifier. Mais dès que les chiffres sont connus, la décision ne vous appartient plus entièrement, elle est soumise à la pression des attentes de tous ceux qui ont pris connaissance de votre avis. Après cette soirée, je n'ai plus jamais abordé la question des sommes d'argent précises. Non pas par méfiance envers ma famille, mais parce que j'ai compris que la confiance n'a rien à voir avec les chiffres. On peut aimer profondément quelqu'un et garder ses finances pour soi. Les deux ne sont pas incompatibles. Si vous parlez encore ouvertement de votre retraite ou de vos économies, demandez-vous honnêtement, à qui profite cette information, à vous ou à d'autres? La prochaine fois, dites simplement, je m'en sors bien. Personne n'a besoin d'en savoir plus. Cette simple phrase vous épargne des conversations indésirables et des attentes impossibles à satisfaire. Le silence est un bonheur. L'excès est rarement un bonheur et ne mène généralement qu'à la déception une fois le mal déjà fait. Il arrive un moment dans la vie où l'on cesse de se justifier, non par froideur, mais parce qu'on a enfin compris que certaines choses nous appartiennent en propre. J'ai mis du temps à trouver cette paix intérieure. Ce ne sera pas le cas pour tout le monde. Certains traversent la vie en se dévoilant peu à peu, espérant être aimés pour cela. Mais l'amour lié à tes chiffres n'a jamais été du véritable amour. Tu n'as rien à prouver à personne. Ce que tu protèges reste à toi.